Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Marc Andevelde, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous venez de publier Le Grand Manipulateur aux éditions du Stock, un livre dans lequel vous revenez sur les coulisses de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron et notamment sur les réseaux activés pendant cette campagne et qui ont joué un rôle considérable dans son élection. On va y revenir, mais d'abord un mot sur la méthode. Vous avez publié un premier livre enquête chez Flammarion, L'Ambigu, Monsieur Macron, mais là vous révélez un certain nombre d'événements, de rencontres, de conflits, notamment avec des grands patrons. Comment est-ce que vous avez travaillé pour obtenir ces informations ? À la fois, j'avais déjà rencontré énormément de gens lors du premier ouvrage qui m'ont revu d'une manière souvent confidentielle. Je ne cache pas que cette seconde enquête a été bien plus difficile parce que Emmanuel Macron, quand j'avais fait le premier livre, était simplement ministre de l'économie de François Hollande. On était en 2015, je l'avais sorti en 2015. Et là, maintenant qu'il est président de la République, on est dans le cadre de la Ve République et donc les gens d'un certain niveau de pouvoir, que ce soit dans la sphère économique, les communicants, y compris une bonne partie de son entourage aussi que j'ai pu rencontrer, et puis les réseaux qui m'ont intéressé, on reviendra dessus, tous ces gens-là sont extrêmement prudents, voire ont peur. Moi-même, j'ai eu des pressions parfois sur l'enquête, ou en tout cas, on m'a fait passer des messages. Côté politique ? Côté politique, oui, il y a eu des coups de pression très clairs, y compris de proches du président de la République. Et puis, comme j'enquête sur tout un tas de réseaux, parce que je ne me suis pas uniquement intéressé à la campagne, mais je me suis aussi intéressé à la manière dont Emmanuel Macron, novice en politique, finalement, avait pris le contrôle de l'État une fois élu. Dans tout un tas de secteurs, le secteur du renseignement, de la police, Place Beauvau, également le secteur de l'armement, de la défense. Donc je me suis intéressé au marché de l'armement, je me suis intéressé à la France-Afrique. On va y revenir. Et donc sur tous ces secteurs-là, forcément, c'est des intérêts puissants, voire parfois dangereux. Et effectivement, ce n'était pas le même genre d'enquête, d'une certaine manière, parce que j'ai travaillé plus discrètement, même si à un moment donné, j'ai dû faire ce qu'on appelle le contradictoire avec certaines personnes. Voilà. Il y a une chose qu'on a un peu oubliée pendant la campagne, justement, c'est le début de la campagne d'Emmanuel Macron. Vous revenez là-dessus, vous dites que l'équipe de Macron a rencontré des soucis financiers au début de la campagne, c'était fin décembre 2016. La trésorerie des comptes en marche n'est pas très bonne. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il commence à négocier aussi des contrats, des ristournes auprès de prestataires pour la campagne. Est-ce que ça veut dire que son réseau d'entrepreneurs et des grandes fortunes, notamment, n'était pas si développé? Ou est-ce que ce réseau-là, finalement, ne croyait pas encore aux capacités d'Emmanuel Macron de réussir? Alors là, si vous avez à peu près apporté une partie des réponses, effectivement, il ne faut pas croire que tout le patronat était derrière Emmanuel Macron. Il faut se replacer dans le contexte de l'élection. Il y avait des grands patrons qui étaient plutôt favorables à François Fillon. Je pense notamment, par exemple, à quelqu'un comme Martin Bouygues, qui avait dû subir des décisions d'Emmanuel Macron comme ministre de l'économie sur le terrain des télécoms, du marché des télécoms. En gros, Macron voulait conserver 4 opérateurs, alors que Bouygues aurait voulu fusionner notamment avec Orange. Donc ça, c'est un épisode très précis qui explique pourquoi Bouygues était plutôt défavorable à la candidature d'Emmanuel Macron. Mais après, il y a d'autres grands patrons qui étaient indifférenciés entre, on va dire, les deux candidats du capital, Macron d'un côté et Fillon. Et puis après, effectivement, il y avait l'incertitude de la campagne. Et puis, il y a un élément très important sur le plan financier, c'est que ces grands patrons, ces très grands patrons, ce grand establishment économique, a pu aider en termes d'influence Macron. Donc je révèle et je confirme aussi effectivement une proximité qui m'avait échappé lors du premier livre, celle de la famille Arnault avec le couple Macron, parce qu'effectivement, très tôt dans son ascension personnelle, il a rencontré la famille Arnault, notamment quand il était à la Banque Rothschild et quand sa femme, Brigitte Macron, était enseignante à Franklin, qui est un établissement privé de l'Ouest parisien où il y a énormément de progéniture du grand patronat et de la grande bourgeoisie parisienne. Donc ça, c'est des éléments qui m'avaient échappé lors de la première enquête. J'avais évoqué également Niel, ça m'a été confirmé par lui-même. Il explique là dans le livre que il n'est pas ami du président de la République, mais il est copain. Donc voilà. Donc ces proximités ont pu l'aider en termes d'influence. C'est des propriétaires de presse, c'est des gens qui ont un entre-gens assez considérable, mais en même temps, c'est des gens qui ont pu parfois le financer, mais dans un cadre légal. Donc dans les limites du cadre légal, c'est-à-dire des dons personnels, 7 500 € au parti, 4 600 € au candidat, et qu'ils n'ont donc pas pu
abreuver ce candidat qui n'avait jamais candidaté, qui n'avait pas de parti. Et c'est vrai que fin décembre 2016, ça c'est très important, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, malgré les dîners de collecte de fonds, y compris à l'étranger, n'avait récupéré que 5 millions d'euros. Ce qui n'est pas suffisant ce qui n'a pas été suffisant pour le début de campagne. Et début 2017, la campagne, c'est ce que j'explique dans le livre, avec documents, avec sources, j'explique qu'il y a eu des gros problèmes de trésorerie sur toute cette période-là, d'autant plus qu'ils avaient parié sur un déblocage rapide des prêts bancaires, notamment auprès de 2 banques amies, le groupe BPCE, la BRED et le Crédit Mutuel. Je dis amis parce qu'en relation notamment avec le groupe Rothschild. Et en fait, ces prêts bancaires n'ont été obtenus et délivrés que dans la dernière ligne droite de la campagne, c'est-à-dire fin avril. Ça veut dire que finalement aussi, dans ce que vous dites, les réseaux ont moins été influents en termes de soutien financier que de réseaux de pouvoir. Est-ce que ce réseau-là a permis justement en termes de prise de contact? Vous dites même qu'il s'est entouré du très vieux monde politique. Vous revenez jusqu'à ceux qui ont connu Mitterrand et Balladur. Oui, c'est ce que j'ai découvert. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que Emmanuel, dans le premier livre, ce que j'avais montré, c'est que Macron avait, tout en venant d'un univers de pouvoir économique très important, la banque Rothschild, c'est une banque d'affaires qui est extrêmement importante dans le capitalisme français, qui en fait opère les différentes fusions entre les différents groupes. Ce n'est pas du tout une banque de traders ou une banque commerciale comme on l'entend d'habitude. Donc c'est vraiment une banque stratégique dans le capitalisme français. Donc venant de Rothschild, il avait effectivement tout un réseau économique qu'il a utilisé, mais j'ai expliqué qu'il avait de la capacité politique et d'ailleurs, je ne me suis pas trop trompé parce qu'il a quand même gagné l'élection et ça a été une réussite, même si il a bénéficié de toute une situation politique particulière, on est d'accord. Mais dans cette enquête-là, ce qui m'a encore plus surpris, c'est que finalement, pour y arriver, il s'est appuyé sur énormément de réseaux, ce que j'appelle les réseaux transversaux, qui étaient préexistants dans le monde politique français, qui habituellement, d'une manière indifférenciée, travaillaient pour la gauche comme pour la droite, et dans tous les secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire du renseignement, de l'armement, de la France-Afrique, du grand commerce international, et également, en gros, la zone des intermédiaires. Et effectivement, tout ce vieux monde, très vieux monde, a pu a pu se présenter auprès d'Emmanuel Macron pour offrir leurs services. Et généralement, ce que je mets, c'est que Emmanuel Macron, il a utilisé tout le monde sans distinction, même si parfois il les a oubliés, et donc ça a pu créer quelques soucis et quelques problèmes pour lui. Et puis par ailleurs, pour contourner les partis politiques traditionnels, PS comme LR, pour contourner la génération de technocrates, entre guillemets, qui étaient dans ces partis, des quinquas et des quadras, et il s'appuyait, oui, sur des jeunes pieds nickelés qu'on a pu voir à l'œuvre ces derniers mois, notamment certains de ses proches conseillers, mais il s'est appuyé sur une vieille génération politique. Donc j'évoque notamment le cas de Michel Charasse, qui est donc, comme je le raconte dans le livre, un de ses visiteurs du soir, mais au-delà de Charasse, il s'est appuyé effectivement sur une plus vieille génération de plus de 65 ans, qui étaient dans des cabinets ministériels, notamment sous la cohabitation Balladur-Mitterrand, entre 93 et 95. C'est tout un réseau, là pour le coup, à la fois technocrate de pouvoir, et donc je le raconte dans le livre, y compris dans des lieux de pouvoir assez méconnus du grand public, comme la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'un des armes financières de l'État pour financer des projets. Et je me suis aperçu qu'effectivement, au-delà même de sa proximité, on y reviendra peut-être à l'égard de la droite sarkozyste, parce qu'il a utilisé la droite sarkozyste comme François Hollande, je me suis aperçu que certaines proximités étaient même bien plus anciennes, et donc le « en même temps » macronien, en réalité, s'est fondé et s'est appuyé sur le « en même temps » du mitterrandisme finissant, où il y avait déjà eu un en même temps des élites entre Balladur et Mitterrand, même si finalement Mitterrand avait choisi Chirac, entre guillemets, dans ses préférences. Mais et ça, c'est très impressionnant, parce que ça montre que les réseaux, en permanence, ce qu'on appelle les réseaux, ça fait fantasmer beaucoup de gens, mais ces jeux de pouvoir qui apparaissent jamais au grand jour, parce que peu connus du grand public et donc difficilement médiatisables, ces réseaux, ce qui me frappe, c'est que le président de la République qui se prononçait comme l'homme neuf, l'homme nouveau, qui allait renouveler la pratique politique, en fait, il ne s'est appuyé que sur des vieux réseaux politiques de droite comme de gauche, et que dans sa pratique politique, ça a des conséquences terrifiantes parce qu'il a une pratique de pouvoir extrêmement, entre guillemets, rétrograde, verticale, fondée sur le secret, sur le cloisonnement. Donc
les nostalgiques de la période Mitterrand ou même du gaullisme à la sauce chiracienne sont tous en train de me dire « Ah mais c'est comme ça qu'on gouverne ». Mais effectivement, on peut se poser des questions sur si c'est vraiment comme ça qu'on gouverne en 2019. Dans ce très vieux monde, il y a aussi, vous l'avez évoqué, les réseaux de la France-Afrique. Compte tenu de ce que vous prouvez, enfin de ce que vous rappelez en tout cas dans le livre sur les réseaux de Macron pendant la campagne, de ce très vieux monde, est-ce que ça veut dire que les soupçons, par exemple, sur les déplacements d'Alexandre Benalla en Afrique pourraient avoir avec ce qu'on appelle la France-Afrique? Est-ce que c'est une hypothèse qui paraît crédible aujourd'hui? En tout cas, moi, ce que j'ai réussi à déterminer dans le livre, c'est qu'on peut... comme la presse a énormément documenté ces derniers mois, effectivement, les réseaux france-africains d'Alexandre Benalla. Mais en fait, Alexandre Benalla, c'est une tête d'épingle d'une certaine manière par rapport à tous ces réseaux. Ça a pu être une porte d'entrée pour tous ces réseaux. Mais ce que je démontre, c'est qu'en réalité, Emmanuel Macron lui-même a rencontré énormément de gens de ces réseaux-là. J'évoque un long passage en Algérie, mais effectivement, on peut se poser aussi beaucoup de questions sur le Congo-Brazzaville. Et donc, même s'il avait une communication, comme d'habitude, comme Hollande l'avait, ou même comme Nicolas Sarkozy l'avait, c'est-à-dire la fin de la France-Afrique, et on va faire du business aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent, hein, on va faire du business. En réalité, les permanences là aussi de la vieille Ve République sont toujours là. Et Emmanuel Macron, sans complexe, est dans la continuation. Il n'est pas du tout dans la transformation. Et dans cette continuation-là, comme il bénéficie, entre guillemets, de son point de vue, d'un écrasement politique en France où il n'y a plus du tout de bascule de pouvoir institutionnel entre des partis politiques institutionnels. Là, je ne parle pas d'idéologie, parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur parfois les différences idéologiques entre les uns et les autres, mais en tout cas, comme il a bénéficié, et il bénéficie toujours d'une sorte d'écrasement politique apparent, eh bien, c'est plus inquiétant d'une certaine manière, parce que tous ces réseaux qui sont quand même assez puissants ont pu avoir, alors je le relate dans le livre, ont pu avoir parfois contact direct avec certains membres de son équipe, y compris avec lui-même parfois. Ce qui est très interrogeant, c'est la proximité d'Alexandre Benalla avec Alexandre Joury, l'un des intermédiaires historiques de la droite française. Et je révèle de nouvelles rencontres entre Alexandre Joury et Alexandre Benalla à Londres, en plein cœur des polémiques sur les passeports d'Alexandre Benalla. Et comme je l'avais noté dans une précédente interview, c'est vrai que le Sénat a fait son travail d'enquête, mais sur une partie de l'affaire Benalla. Et on devrait s'intéresser sur pourquoi avait-il autant de passeports de service et de passeports diplomatiques. Et autant on a une documentation précise sur ses voyages depuis qu'il est parti à l'Élysée, avant, quand il était à l'Élysée, alors qu'il s'occupait des déplacements présidentiels en France comme à l'étranger, on n'a aucune indication sur qu'est-ce qu'il a fait réellement dans ses déplacements africains. Voilà. Et comme je le raconte dans le livre, comme je le rapporte avec des sources, il a fait des déplacements en Afrique avant la campagne comme pendant la campagne. Et puis je relate aussi la très forte proximité, parce que Alexandre Benalla, on l'a mis un peu en avant du fait de la révélation du Monde cet été, avec les événements du 1er mai, mais en fait, Alexandre Benalla était inséré dans tout un tas d'hommes de l'ombre à l'Élysée, proche du président de la République. Un autre nom qui est déjà sorti dans la presse, mais j'en fais tout un chapitre parce que j'ai enquêté sur ce personnage, c'est Ludovic Schacker. Juste pour préciser, Ludovic Schacker est aujourd'hui toujours à l'Élysée, il est toujours chargé de mission auprès du chef d'état-major particulier. Donc chef d'état-major particulier, on est au cœur de la défense française, c'est ce qui fait le lien entre le chef d'état-major des armées et l'Élysée. Et ce personnage qui était le premier salarié d'En Marche, qui était le secrétaire général d'En Marche pendant quelques mois et qui a été le directeur des opérations, ça a été son titre, s'occupant notamment de l'organisation des meetings pendant la campagne, donc un poste stratégique. En réalité, je me suis aperçu que ce personnage, qui a une trentaine d'années, pas loin de 40 ans, qui n'avait pas d'expérience énorme en politique institutionnelle, avait quand même du réseau de droite et de gauche, notamment du réseau France-Chine. Et là, il y a des points de contact, notamment là où on retrouve des réseaux d'intermédiation qui sont très interrogeants, y compris par rapport à la sécurité nationale et à la sécurité du président. Dans les réseaux, notamment de droite, il y a celui de Nicolas Sarkozy. Vous dites qu'on assiste aujourd'hui à un véritable rapprochement politique et presque humain, je crois que vous dites, entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est une suite logique des choses? C'est à chercher dans l'histoire de ce qu'est Emmanuel Macron ou est-ce que... Alors, oui, alors il y a plusieurs choses. Sur le plan politique, il y a énormément de décisions d'Emmanuel Macron qui s'apparentent à des décisions
qui avait été prise ou qu'aurait voulu prendre Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat, ça c'est vrai, on pourrait faire toute la liste. Mais au-delà d'un rapprochement politique et idéologique avec Nicolas Sarkozy, en fait, ce que je montre à travers l'enquête, c'est que les liens sont beaucoup plus anciens qu'on a bien voulu le dire. Par exemple, je relate le fait qu'un des plus proches conseillers, le conseiller de communication de Nicolas Sarkozy pendant tout le quinquennat, Franck Louvrier, qui est une pièce centrale de la Sarkozy, Emmanuel Macron a pu l'inviter à des réunions de communicants dès 2013 à l'Élysée dans le dos de François Hollande pour préparer sa propre communication. Donc ça, c'est un épisode quand même qui interroge. J'ai essayé de joindre Franck Louvrier à 5 reprises. Il n'a jamais voulu me voir, mais ça, c'est totalement confirmé par plusieurs sources, y compris proche de Maurice Lévy, qui est donc un des grands patrons de la communication du groupe Publicis. Mais au-delà même de Franck Louvrier, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait tout un tas de réseaux de la droite, sans distinction, qui s'étaient mis au service de Macron, notamment aussi pendant la campagne, parce qu'ils ont bien vu que le candidat Fillon était en perte de vitesse avec les affaires Fillon. Il y a aussi tout un tas de réseaux de droite, la plus politique, dans les partis qui n'avaient pas du tout envie de voir Fillon devenir président alors qu'il s'était accoquiné avec la droite la plus réactionnaire, catholique, la plus conservatrice, Sens commun et compagnie. Et donc Macron a totalement bénéficié de cela. Et effectivement, il y a énormément de sarkozystes qui ont aidé Macron pendant la campagne contre François Fillon. Donc il a bénéficié de cela, il l'a totalement optimisé. Mais ce qui est très interrogeant, c'est qu'une partie de la Sarkozy aujourd'hui, comme on le sait, comme Nicolas Sarkozy, fait l'objet toujours d'enquêtes ou de mise en examen, ou parfois il est même renvoyé à des procès en correctionnel sur tout un tas de dossiers, Big Malion, la Libye et compagnie, et que c'est quand même très inquiétant que le président de la République actuelle soit dans une si forte proximité avec des gens qui sont aujourd'hui dans le viseur de la justice. Ce que je révèle, ce que j'explique dans le livre, par exemple, à un moment donné, c'est que quand il y a eu la garde à vue de Nicolas Sarkozy pendant 2 jours au printemps dernier, entrecoupé d'une soirée chez lui quand même, hein, les policiers sont très respectueux de l'ancien président de la République, et bien, à la suite de cette garde à vue, Emmanuel Macron a appelé Nicolas Sarkozy. Alors il le dit, il l'a dit entre guillemets à ses proches, au nom de la continuité de l'État et de la courtoisie républicaine, mais dans le même temps, il parle quasiment plus à François Hollande, parce que François Hollande a décidé de prendre sa revanche, en tout cas d'essayer, et je relate aussi tout un tas d'épisodes, c'est-à-dire qu'il a utilisé la Hollandie jusqu'au bout pendant la campagne, et depuis qu'il est au pouvoir, eh bien, à la fois par stratégie politique, hein, il veut récupérer les voix de droite, mais également par support. En fait, il a abandonné une partie de ses anciens amis du Parti Socialiste, que ce soit les Rocardiens ou les gens qui étaient autour de Hollande. Il les a petit à petit abandonnés au cours du début du quinquennat, et aujourd'hui, y compris sur des secteurs très très peu connus du grand public. Par exemple, j'évoque une structure dans le complexe militaro-industriel qui est chargée de faire de la formation aux armées étrangères, et il a nommé, j'ai plus le nom en tête, mais l'ancien chef de cabinet adjoint de Nicolas Sarkozy à la tête de cette structure extrêmement stratégique. Donc il y a énormément de signaux qui devraient davantage interroger, y compris des gens qui soutiennent Emmanuel Macron. Je pense à François Bayrou, qui a construit une bonne partie de son discours politique sur l'anti-sarkozisme, sur la lutte contre la corruption, sur la moralité en politique, même y compris contre l'oligarchie médiatique des grands patrons. Et François Bayrou, on va dire, comme un tas d'autres responsables politiques de l'extrême centre, on va dire ça comme ça, mais en tout cas qui ont vu leur victoire avec celle d'Emmanuel Macron arriver d'une certaine manière, et bien depuis le début du quinquennat se taisent pour leurs propres ambitions. J'ai une dernière question, Marc Andevel, et justement savoir avec ce que vous venez de dire. Vous dites que la plupart de ceux que vous avez rencontrés décrivent Macron comme quelqu'un qui séduit, qui utilise et qui jette. Qu'est-ce qu'on sait justement aujourd'hui du climat entretenu, ou non d'ailleurs, avec les réseaux que l'on a évoqués? Je dis 2 choses. Je dis, d'un côté, Macron, il a aussi investi tous ces réseaux-là, mais y compris une partie du réseau des grands patrons, aussi et avant tout pour assécher ses concurrents. En amont de la présidentielle, donc on peut penser par exemple, pourquoi il a investi, entre guillemets, pourquoi il s'est appuyé auprès de ses collaborateurs, sur des collaborateurs qui étaient très proches de l'agence Havas, et que l'agence Havas, propriété de Bolloré, dont le patron est Stéphane Fuchs en partie, et Yannick Bolloré également, mais Stéphane Fuchs était un très proche de Manuel Valls, et donc dans le combat entre lui-même et Manuel Valls, il avait intérêt à investir un lieu de pouvoir comme celui de l'agence de communication Havas. Et donc, c'est ce que je dis, il s'est comporté comme un banquier d'affaires qui procède à une OPA ou qui aide à une OPA sur un groupe économique. Il a procédé comme un cheval de Troie sur tous ces lieux de pouvoir assez méconnus du grand public. Donc aujourd'hui, il y a 2 choses. Un,
Comme l'expliquait d'ailleurs Le Monde il y a quelques semaines, il est dans un enjeu à long terme, donc il vise à sa réélection en 2022, et donc, comme il dit avec gourmandise, j'ai fracturé l'espace politique français, et donc il veut définitivement casser le rapport PS-LR qu'il y avait jusqu'à présent ces dernières années, et donc il veut le faire également sur le terrain financier, c'est-à-dire qu'il veut assurer des financements pérennes à En Marche. Alors, bien évidemment, il y a des financements publics, mais comme chacun sait, ça ne suffit pas, et donc il veut assurer, on va dire, son hégémonie politique sur plusieurs années. Comme je le mets, il y a une guerre sourde sur le contrôle de l'État à tout niveau. Et on l'a vu avec l'affaire Benalla, un des secteurs où il était le plus fragile, parce que là où il avait le moins de réseau, parce que c'est aussi la spécificité d'Emmanuel Macron par rapport à d'autres présidents de la République, c'est qu'il n'avait pas son propre réseau dans tous ces secteurs-là, donc il a utilisé des gens issus des autres réseaux la plupart du temps, et donc par exemple Place Beauvau, il a mis énormément de temps à imposer son leadership sur la hiérarchie policière. Bon, là maintenant on voit que, avec y compris les événements sociaux, on voit qu'il tient ça d'une main de fer. Je dirais même c'est peut-être l'endroit où il exprime le plus d'autorité, voire d'autoritarisme, avec les conséquences qu'on le sait pour les citoyens. Merci beaucoup Marc Andevelde. Merci à vous.